sommes donc à la tribune, ça se discute avec nos chroniqueurs. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir à vous, Théodule, bonsoir à tout le peuple béninois et bonsoir à tout le monde. Très bien, merci. Julio Tometti, bonsoir. Théodule, bonsoir, bonsoir aux téléspectateurs, rendez-vous prêt. Oui, à ne pas oublier, c'est le grand juriste du plateau. Merci d'être là ce soir. Victor Boko, bonsoir. Bonsoir Analyste Théodule. politique aussi. Bonsoir au plateau et puis bonsoir aux amis téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et à tout le monde. Et à tout le monde. Très bien. Alors, nous allons nous intéresser à la situation, cette situation d'élection dans la commune d'Abomey-Calavi qui suscite beaucoup de réactions. La nomination d'intérimaires dans cette commune, selon certaines personnes, ne répond pas aux dispositions prévues par les tests. Une grande question se pose, est-ce une mauvaise interprétation ou analyse de ces tests? Nous allons en parler ce soir. Je commence d'abord par le spécialiste des questions électorales, avant de questionner aussi le grand juriste qui est parmi nous, qui pourra nous apporter beaucoup de précisions. Victor Boko, oui, dites-nous, quelle lecture faites-vous de ces commentaires, de ce qui s'est passé dans Abomey-Calavi et certainement ailleurs? Dans la commune d'Abomey-Calavi, il faut commencer par dire que Dan Christelle a été installé. Oui. Et qui nous souviennent que au lendemain des élections communales de 2020, il y a eu l'installation des maires. Et cela sans difficulté. Pas sans difficulté, j'allais dire. Et ce qui a mené nos honorables députés à vouloir accompagner un peu le processus avec le vote d'une loi, la loi interprétative. Et vous savez qu'au lendemain du vote de la loi, avec la conformité au niveau de la Cour constitutionnelle, le chef de l'État a bien voulu promulguer ces lois. Entre-temps, ces installations des maires qui étaient suspendues ont repris alors avec l'installation de cette nouvelle loi interprétative. Il s'agit bien de la loi 2020-13 du 4 juin 2020, si je ne me trompe. Avec, il y a le chapitre 2 qui fait état d'installation des maires et le chapitre 3 qui nous renvoie à l'installation des CIA, des chefs d'arrondissement. Alors, pour revenir sur le cas spécifique d'Abomey-Calavi, il faut dire que Dan a été installé. Il fallait se demander si dans Calavi, l'UP avait la majorité, c'est oui. Revenons à Godomé, est-ce que l'UP avait la majorité? Oui, parce qu'on sait que sur les 19 conseillers que nous avons à Calavi, l'Union progressiste a pu en avoir 12. Il y a eu 5 pour le bloc républicain et 2 pour les forces Cori pour un Bénin émergent. Mais il faut préciser que ce n'était pas seulement ces 3 partis-là qui étaient aux élections, mais qui ont pu justifier des 10% requis pour espérer avoir de la représentativité. Alors, quand on sait que la loi dit l'installation des CA obéit au même principe que celui des maires, qui dit... Oui, et de leur adjoint qui dit en somme que c'est au sein de la majorité que se désigne le maire. On en vient à Calavi, c'est au sein de la majorité que Dan a été désignée. Est-ce qu'elle était candidate titulaire? Oui, elle était titulaire, elle a été élue. Alors, pourquoi est-ce que les uns et les autres remettent en cause sa désignation? Peut-être il faut le voir dans la forme. Il y a... je ne dirais pas un démissionnaire ou quelqu'un en fuite. Alors, est-ce que la vacance a été constatée? Est-ce qu'au sein du conseil, le préfet a été saisi? Parce que la saisie n'est pas, je vais dire, aucun conseil ne peut se lever de lui-même et décider de l'installation d'un conseiller ou d'un CA sans justement se référer à l'autorité de tutelle. Peut-être il faut aller chercher dans ces récriminations le fait qu'on veuille bien dire que Dan n'a pas installé dans les règles de l'art. Mais quand on regarde au niveau des dispositions statutaires qui régissent l'installation et des maires et des chefs d'arrondissement, on peut bel et bien dire qu'elle a été installée. Oui, la situation à Calavi, oui, c'est vrai que c'est celle de l'installation de Mme Dan Christelle qui
qui suscite beaucoup de réactions, mais les gens font recours à ce qui s'est passé et ce qui se passe de l'autre côté de Rivière, d'Akasato, où c'est pratiquement la même situation. Et on se demande, est-ce que les tests sont... Est-ce que c'est véritablement ça, les tests sont respectés à son Noïsouli? Non, pour ce que je sais, d'abord, je crois que demain, ils ont un conseil communal. Moi, à mon avis, la première étape, c'était les 3 maires défaillants, il faut les remplacer par le suppléant. Je crois qu'il faut d'abord passer par cette étape et organiser le conseil communal pour désigner, même si il faudrait qu'au niveau de l'instance du parti majoritaire, qu'on puisse proposer. Il ne revient pas à un maire de désigner par arrêté communal, parce que c'est un parti. Et nous avons vu dans la désignation des maires, je crois savoir que ce sont les instances fêtières des partis qui ont envoyé les candidats pour occuper ces postes. Puisqu'à un moment donné, on avait commencé par élire, il y a eu blocage, donc désormais il y a une loi interprétative, et ce sont les partis qui ont envoyé la liste de leur représentement. Je dis, la première étape, c'était de remplacer ceux qui n'étaient pas là, de faire le conseil, et ensemble, on désigne avec la bénédiction du parti majoritaire. Maintenant, ça pose problème. Parce que l'intérimaire, pour ce que je sais, on m'a dit que après le décès de Kadia Dodo, je crois, celui qui l'a remplacé est demeuré intérimaire jusqu'à ce qu'il ne prenne la fuite. Et maintenant, on vient remplacer. Non, il n'est pas demeuré intérimaire. Il est demeuré intérimaire. Après, au terme des élections, il a été élu conseiller communal. Il a été élu... Est-ce que l'intérim est contenu dans la loi? Que dit la loi? Parce que le problème, c'est le respect des tests. Oui. Parce que moi, que les gens m'en excusent, je dis souvent que les gens occupent des postes de responsabilité sans maîtriser les lois qui régissent le fonctionnement de leur structure. Parce qu'on ne peut pas quand même me dire qu'au sein de l'Union progressiste, il n'y a pas de juriste. On ne peut pas me dire que le maire, Angela Wanjou, n'a pas de conseil juridique pour qu'on évite ces erreurs-là. Parce que nous sommes sur un terrain politique. Est-ce qu'au niveau de l'UP, on n'a pas encore trouvé des personnes à même d'occuper ces postes? C'est pourquoi on a désigné des intérimaires. Il y a beaucoup de questions qu'on se pose. Quand les lois sont votées, il faut pouvoir les respecter à la lettre. Moi, ce qui me pose problème, c'est de n'avoir pas d'abord installé les suppléants avant de faire ce qu'on a fait là. Ça pose un problème. Il va falloir que le maire s'en explique. Oui, Julio Tometti, de votre position de juriste, quelle compréhension peut-on avoir de cette situation qui suscite des réactions de part et d'autre? Je voudrais déjà saluer, ces réactions. C'était passé plus grave que ça. Vous l'avez rappelé tantôt, les arrondissements de Rivière d'Akasato et d'Abo-Mekalavi ont subi le même effet, et jusque là, nous sommes encore dedans. Donc je salue en fait ceux qui ont soulevé la question, parce que c'est d'une pertinence remarquable. Et je pense que pour ma part, il y a eu 2 problèmes. Le premier, c'est dans, la dénomination, dans les dénominations même, et l'application qu'on fait de la loi fondamentalement. Vous savez, il y a 3 niveaux peut-être d'appréciation qu'on peut avoir en termes de dénomination. Il y a la nomination, il y a la désignation, il y a l'élection. Comme vous l'avez dit, la question de nomination n'apparaît nulle part dans les tests, législatifs et réglementaires. Peut-être que la notion de nomination par intérim existe peut-être dans le règlement intérieur du conseil communal, parce que aussi c'est un document de référence, la loi étant restée muette sur ça. Ce qui a retenu, c'est quoi? C'est que lorsque un poste devient vacant, un poste de chef d'arrondissement devient vacant par démission d'institution ou par empêchement définitif, il est procédé, comme la loi l'a dit, à sa désignation ou à son élection. À sa désignation, lorsqu'il s'agit d'un parti politique qui a la majorité et qui a conservé cette majorité-là, dont le parti désigne au sein des conseillers communaux de l'arrondissement le nouveau chef d'arrondissement. Lorsque un seul parti n'a pas cette majorité-là, par les accords de gouvernance, on peut toujours désigner. En l'absence d'accord de gouvernance entre plusieurs partis, c'est l'élection. Le conseil communal passe véritablement à l'élection pour élire le CA. Nous avons vu un nouveau thème aujourd'hui qui est l'intérim. L'intérim peut se comprendre parce que la loi a dit dans les 15 jours normalement. C'est-à-dire quoi? À partir du moment où on constate la vacance de poste, il dispose de 15 jours pour faire remplacer ceux dont les empêchements sont devenus définitifs. Donc, ce remplacement-là doit précéder l'élection, c'est-à-dire le remplacement par,
et les suppléants doit précéder l'élection ou la désignation du nouveau CA. Est-ce que les 15 jours-là, comment l'arrondissement est géré pendant ces 15 jours? D'où la question de nomination par intérim par le maire pourrait être justifiée. Mais nous avons constaté des nominations par intérim qui ont cours depuis, parce que je pense que l'autre c'était en mai 2021, si j'ai bonne mémoire, ou mars 2021, et nous sommes toujours dans l'intérim et ça ne dit rien à personne. Et ça a été véritablement le cas aussi entre celui qui a fui actuellement, Léon Pobli, et l'ancien maire Kadia Dodo. Ça a été la même chose. Léon Pobli a remplacé, avec le conseiller communal qu'il était, avait remplacé le CA qui avait des difficultés avec la justice. Et donc, il est resté en position d'intérim jusqu'à la fin du mandat, d'accord? Et c'est au automne des élections communales et municipales passées qu'il est devenu encore conseiller communal et désigné par son parti CA. Et donc, nous devons savoir apprécier pour remarquer que, en vérité, si on va se tenir au test, l'intérim, normalement, en interprétation, ne devait pas dépasser les 15 jours, d'accord, dont disposent les différents organes, que ce soit les partis politiques ou le conseil communal, pour procéder au remplacement des CA dont les postes deviennent vacants. Oui, François Xavier Dumont, est-ce que, au regard de ces explications, ce sont des situations atténuantes qu'on est en train d'aborder ou comment peut-on comprendre? Ce sont des situations particulières, on va dire. Maintenant, il va falloir attendre ce que la réaction du maire ou bien du conseil communal pour voir un peu, pour pouvoir apprécier. J'espère juste qu'on ne veut pas passer outre parce que, comme Tométi l'a dit, c'est un énième cas. Il convient peut-être de clarifier une bonne fois pour toutes pour que ça ne donne pas lieu à ces quelques polémiques. Et ce qui est sûr, cette majorité qui, à la mairie de Calavi, est en situation et est dans ses droits que de pouvoir au remplacement de ce poste, eu égard à la loi complétive, j'oublie comment, la loi complétive sur... La loi interprétative. La loi interprétative sur le code électoral. Voilà. Donc pour le reste, je pense que ce sont des questions de forme. Madame Dan ne souffre d'aucune question de légitimité. Donc je pense que pour le débat public, il est important quand même qu'il y ait quelques clarifications sur ce point. Et ça, les autorités locales feront une bonne chose que de s'expliquer, de donner quelques éléments de réponse. Est-ce qu'on dira que ce sont les tests qui souffrent d'une quelconque insuffisance ou bien c'est la pratique qui pose problème, l'interprétation dans son ensemble? Fondamentalement, il n'est pas question je dirais de pratique, mais ici c'est les tests. Vous savez que la loi interprétative a été un peu muette sur certaines questions. Écoutez, voilà, un CA qui part, l'intérim est assuré par qui? Par son suppléant ou quelqu'un d'autre qu'on désigne? La question, elle est là. Je dis, au-delà du conseil communal, il ne reviendra pas au conseil communal de nous sortir, justement. Et il reviendra à l'autorité compétente. D'abord, on va attendre que le préfet se prononce sur la légalité ou non de ce qui est fait. Et après, les institutions de la République, notamment la Cour suprême, qui est en charge ces gens de volets-là, à nous aider à sortir une fois de cette situation. Pourquoi? Voilà quelqu'un qui part, il doit être remplacé. Il y a une procédure qui existe. Alors, vous avez la majorité. Dans les deuxième adjoint au maire, elle assure l'intérim du CA. Désormais, est-ce qu'elle doit être considérée comme CA ou deuxième adjoint au maire? Est-ce qu'elle abandonne son poste de deuxième adjoint pour rester définitivement CA? Parce qu'à la vérité, en principe, elle abandonne son poste de deuxième adjoint au maire pour devenir CA. Sinon, attendez, non, ici, le cas d'intérim n'est pas prévu dans les tests que nous avons. C'est de facto que ça s'impose à nous. Il faut être d'accord. Le cas d'intérim n'est pas prévu. Si l'intérim devait être assumé, on a vu, je prends le cas par exemple de Cotonou, quand il arrive que des CA soient occupés, il y a d'autres CA qui occupent l'intérim en attendant que soit l'autre CA revient ou en cas de truc autre que la désignation soit faite. On a un sérieux problème actuellement. Et la loi interprétative ne nous aide pas à sortir
justement de cela. Comment est-ce qu'est procédé comment est assurée la question d'intérim au cas où on avait quelqu'un qui partait? Est-ce le suppléant qui revient de facto ou le conseil se réunit et choisit un autre? En temps normal, il revient au conseil de s'asseoir et de désigner dans les règles de l'art celui qui devait assurer. Certainement. Avant de laisser M. Soudé réagir, Julio Temetti qui semble accepter. En fait, l'intérim, normalement, nous l'avons tous dénoncé ici au Bénin. L'intérim, c'est une situation momentanée, dans tout cas de figure. Et donc, vous avez une fonction, vous pouvez assurer un intérim pour un temps donné. C'est pourquoi, moi, ça m'a été tellement gênant de voir, par exemple, au niveau de la préfecture du littoral, avec le feuilleton Toboula, que le préfet du littoral a été intérimaire jusqu'à un peu plus de 2 ans avant qu'on ne procède. C'est des situations un peu gênantes. Sinon, l'intérim tel que l'on le conçoit, ça doit être une situation momentanée. Ça ne doit pas durer. Ça permet de régler, d'assurer en fait ce qu'on peut dire, les affaires courantes, d'accord, le temps que légalement ou réglementairement quelqu'un d'autre puisse occuper valablement le poste. Très bien. Oui, Alphonse. Non, moi je crois que au-delà de l'intérim, moi je dis, le conseil communal est composé d'un certain nombre de conseils. Donc dès qu'il y a des conseils, la loi, on n'a pas prévu les suppléants pour les beaux yeux de quelqu'un. Donc dès qu'il y a défaillance, la première étape, c'est que les suppléants ils siègent au conseil communal pour que nous ayons le nombre de conseillers qu'il faut avant toute opération. Mais quand vous refusez de s'installer les suppléants, c'est que vous êtes en sous-nombre. Et désormais, ça va poser problème. Moi, c'est ça qui me dérange. L'intérim, écoute, on est tellement habitué à ça que je n'en parle plus. Les partis politiques, c'est eux qui ont les conseillers appartiennent à des partis politiques. Et c'est ça que je reproche à tous les partis politiques. Ce qu'ils doivent faire, ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Écoutez, à Kassato, depuis, les gens sont dans l'intérim et personne n'a levé son petit doigt pour dire mais arrêtez-moi ça. Ceux-là sont membres des partis politiques. Il faut que désormais, si les tests, parfois je dis, mais les gens n'aiment pas me comprendre. Il y a des lois qu'on vote, mais personne, on s'en fout quoi. Les lois existent, mais personne ne veut. Dans la mesure où l'intérim. Les lois sont votées, personne s'en fout. Les autres qui sont dans l'intérim depuis. Pourquoi on a dit 15 jours pour décider. Donc on me dit qu'en 15 jours, on n'a pas encore trouvé des personnes capables. Ça pose un problème de confiance. Moi, je dis, demain, selon ce que j'ai lu, demain, il y a conseil communal. On devrait d'abord, à cette occasion-là, installer les suppléants parce que c'est pour éviter ces situations de sous-nombre qu'on a prévu tout ça. Donc il faut d'abord passer par la première étape. Vous passez par la première étape, ceux qui sont suppléants, ils ont la possibilité de devenir CA. Donc, pourquoi vous ne les installez pas et vous ne leur donnez pas cette possibilité-là de bénéficier des responsabilités parce qu'ils ont été élus pour ça. Personne ne souhaiterait rester dans la suppléance jusqu'à la fin d'un mandat. Maintenant que la nature s'est chargée de régler un certain nombre de problèmes, permettez aux gens d'assumer. Parce qu'ils sont des hommes politiques, ils doivent montrer à leur mandat qu'ils ont les aptitudes et les compétences de faire le travail. Ne pas les installer, ça veut dire que ça peut laisser des précédents politiques. Très bien. Est-ce qu'il ne faudrait pas attendre carrément, peut-être demain, le conseil communal, pour voir un peu comment est-ce que les choses vont se passer et quelle serait la réaction du maire, du conseil communal pour pouvoir trancher la situation? Je pense que celui qui devrait être le juge de paix, en attendant que chacun se questionne sur ce sujet, s'il doit y avoir polémique, c'est la sortie du préfet. Le préfet avalise tout cela. Peut-être ceux qui pensent qu'il y a un problème peuvent saisir, comme il le dit, la haute juridiction en matière administrative, la Cour suprême, pour statuer. Donc on verra bien. Mais c'est vrai que les partis gagneraient à clarifier un peu ces positions. Abanté, c'est aller très vite. Abanté, c'est aller très vite. Non, mais on a quand même, quand l'autre est parti, le suppléant a été installé dans ses droits. C'est ce que je dis. Ce n'est pas question de situation. On a constaté la défaillance du titulaire. Allez, installer son suppléant. C'est aussi simple que ça. Hein. On n'a pas besoin de faire une école politique ou bien d'être spécialiste des élections pour comprendre ça. Non. Je dis quand il y a défaillance. Là, il n'y a pas encore une défaillance. Il n'y a pas conseiller communal. Oui, d'accord. Donc, la suppléance ne peut pas intervenir. On va celui qui a pris la fuite.
Ceux qui ont été déjà condamnés, même s'ils n'ont pas encore interjeté appel, c'est qu'on constate qu'ils ne sont pas disponibles. Ceux qui ils interjettent appel, est-ce qu'on va annuler la condamnation? On ne va pas annuler la condamnation. Non, l'appel n'est pas suspensif. Bon, ok, donc je dis, pourquoi ne pas déjà permettre aux suppléants de s'installer? C'est là, parce que moi, je constate qu'on a légitimé, entre griffes, les intérims. Les gens restent là tout le temps jusqu'à la fin du mandat. Ce n'est pas normal. Il faut qu'ensemble, partis politiques, politologues, tout le monde, qu'on dise désormais, si les lois sont votées, il faut qu'on les applique. C'est dans l'application des lois qu'on peut déceler les failles et procéder à des corrections. La preuve, la loi interprétative est venue corriger des choses. Si, il y a quelque chose qu'il faut préciser, cette même loi ne dit pas le délai pour l'intérim. Vous étiez en train de parler de 15 jours. Ce n'est même pas 15 jours. C'est pourquoi parce que la loi ne dit pas. C'est pourquoi. En termes de délai. Non, en fait, la loi, il faut dire, ce n'est pas la loi interprétative qui a disposé pour l'installation. La loi interprétative est venue clarifier un certain nombre de problèmes. Nous sommes d'accord. Maintenant, peut-être qu'on va procéder encore peut-être à une autre loi interprétative pour repréciser encore un peu plus un certain nombre de choses. En fait, ce que je tenais à dire, c'est que la loi n'a pas prévu le temps que dure l'intérim. C'est les questions de politique sont gérées par les acteurs politiques de manière politique. Et nous sommes en politique. On utilise les situations, les moyens politiques pour parvenir à une fin. Et écoutez, de facto, on pouvait installer juste un suppléant et attendre peut-être que le conseil se réunisse et puis définisse les conditions de remplacement, ainsi de suite. Mais si ça a été procédé ainsi, il faut retourner. Et là, je salue un peu la clairvoyance de Tometi là-dessus. Il faut recourir peut-être au règlement intérieur de la mairie. Mais que dit le règlement intérieur? Est-ce que cela donne les prérogatives au maire de désigner l'intérimaire en attendant, oui, par arrêté, en attendant que le conseil communal ne statue là-dessus. C'est une question, puisque nous n'avons pas le règlement intérieur ici. Mais ce que je dis, nous allons attendre surtout la réaction de la tutelle et donc du préfet, qui va au besoin confirmer ou infirmer et justement ce qui a été fait au niveau de Abomey-Calavi. Très bien, merci. Merci à vous. Donc, une situation à suivre de très près. Nous allons nous intéresser à l'autre sujet qui concerne notre culture, le Bénin. On était tous heureux, contents d'entendre que nos œuvres d'art devront désormais nous revenir et les dispositions sont en train d'être prises. Et là, nous saluons cette démarche noble, exemplaire que le gouvernement a entreprise. Mais surpris on était également d'entendre que la date de retour, de restitution de ces œuvres d'art, cette date a été reportée. Cette restitution carrément reportée à quand? Personne ne sait. Et déjà là, Victor Bokor, Julio Tometi, déjà se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est réellement ça? Et ça, tout le monde est content. Je pense qu'il n'y a pas fondamentalement matière à s'inquiéter. Vous savez, le gouvernement de la rupture a été ce gouvernement-là depuis, ça fait plus de 100 ans. La question n'a jamais été, on le susurrait seulement entre nous. Les gouvernants n'ont jamais pris en fait à bras le corps cette question-là pour réclamer. On a vu au cours de l'année 2016-2017 dans la sous-région, une sorte de solidarité entre les États, le Bénin, le Sénégal et un autre pays qui avait commencé par lever le ton. Ce qui a fait que même en France, où ces œuvres d'art sont logées il y a de cela près de 2 ans, ont même voté une loi en termes pour restituer ces biens-là. Et il faut noter qu'au cours de ce débat, il y avait quelque chose qui était sorti et aucun d'entre nous n'était d'accord. On dit, est-ce que nous avons la logistique, les éléments nécessaires en termes de conservation de ces œuvres d'art? Il est prévu qu'à la fin de l'année, 26 œuvres d'art appartenant du roi Béhanzin devraient nous revenir. Mais il se fait que, comme une sorte de prêt, je ne sais pas quoi, il a été prévu 2 autres expositions, un en décembre et un autre en janvier, ce qui formellement va retarder l'arrivée. Je dis,
bon, si c'est quelques mois, le problème ne se poserait pas trop. Parce que, en fait, c'est le gouvernement qui estime, d'accord, ces prédispositions nécessaires pour accueillir ces objets dans de bonnes conditions. Je me demande, est-ce que c'est le gouvernement béninois qui a retardé, ou bien est-ce que ce sont ces musées-là qui ont retardé, ou bien est-ce que ce sont eux qui ont demandé, ou bien c'est le gouvernement qui en a pris l'initiative? Moi, je considère que le gouvernement peut dire, bon, oui, il est prévu que ça vienne, mais nous ne sommes pas encore totalement prêts. Bon, eh bien, bon, gardez-les encore pour 3 mois, le temps que nous aménageons. C'est des possibilités, en fait. Parce que je ne conçois pas, d'accord, que ce gouvernement qui a été actif, très actif, d'accord, à ce que ces biens reviennent, s'ils en arrivent à retarder ne serait-ce que de quelques mois, ils doivent forcément avoir de très belles raisons. Si 200 ans ne nous a pas tués, ce n'est pas quelques mois qui feront que nos objets d'art perdent leur valeur, bien ceux qu'ils représentent. Oui, Alphonse Moïsoulé. Non, moi, écoutez, je crois que ça, c'est... On a dit qu'il faut signer le protocole de cession plus tard le 25 décembre 2021. Il faut signer le protocole au plus tard le 21 décembre 2021, sinon on n'aura plus ces œuvres-là. Mais maintenant, si on prévoit des expositions encore en France jusqu'à février 2022, le protocole va devenir quoi? Parce que j'ai suivi le coup de gueule de Mme Zissou. Je dis, mais c'est incompréhensible, c'est une aberration. Là où on veut aller exposer les œuvres d'art, est-ce que les conditions sont réunies pour la conservation des œuvres? Elle a poussé un coup de gueule parce que écoutez, ça pose problème. Est-ce que le colon, moi, excusez l'expression, veut vraiment nous restituer ce qui nous appartient? Est-ce qu'on ne prend pas le temps pour dupliquer, je dis les choses comme ça, les œuvres d'art? Parce qu'on s'était déjà entendu, on a élaboré un calendrier. Maintenant, pourquoi Vlan, on se lève pour dire, bon, écoutez, le gouvernement a autorisé? Je dis non, moi, mon problème, c'est de signer d'abord le protocole de cession. Si au thème de 25 décembre, ce n'est pas signé, écoutez, on peut dire adieu. Moi, j'aurais souhaité que le gouvernement de mon pays monte au créneau pour rassurer les compatriotes, pour dire, si nous avons autorisé ces expositions, qu'on nous donne les raisons. Mais maintenant, s'il y a un blackout qu'on ne nous dit rien, c'est que ça pose un problème. Parce que quand vous écoutez la dame, vous constatez que, attention, elle n'a pas aimé ça. Parce que quand on parle d'art, c'est elle qu'on voit en avant. Mais qu'on nous dise qu'on veut faire des expositions alors que ce n'était pas prévu au départ, ça pose un problème. Moi, j'ai dit, j'attends le gouvernement de mon pays parce que la seule opinion qui peut rassurer tous les Béninois, c'est que le gouvernement, de façon officielle, puisse donner sa version des faits sur cette affaire-là. Sinon, moi, je n'y croirais plus. J'ai dit, bon, les Blancs, ils ont décidé de garder ce qui ne leur appartient pas. Non, je pense qu'on s'émeut pour pas grand-chose. Il y a eu coup de gueule, d'accord. Coup de gueule, je ne pense pas que le ministère du Tourisme soit un repère d'incompétents. Il y a énormément de boulot qui est fait pour faciliter le retour de ces œuvres d'art. Je pense qu'il y a que le musée qui est en train d'être aménagé, l'espace qui est en train d'être aménagé pour accueillir ces œuvres-là, il y a clairement un retard dans le chantier. C'est aussi simple que ça. Et que les deux gouvernements, certainement, se sont entendus pour reporter en toute responsabilité. Parce que ça ne sert à rien, même si vous signez ce qui est sûr. Attendez, le gouvernement ne fera pas cette faute d'amateurs. Ils connaissent la loi par cœur. Il y a énormément d'argent que le Bénin investit de son côté pour ça. La formation des conservateurs de musées, il y a énormément de travail qui est fait. Mais il y a un délai physique par rapport au chantier. Et d'ailleurs, en février 2022, quand les œuvres seront là, on prévoit déjà que ce soit dans l'enceinte du gouverneur, de l'ancien gouverneur, en attendant que, je crois, l'ancien gouverneur du fort portugais, je crois, en attendant que les écrins qui sont censés abriter ces œuvres-là soient prêts. Donc je pense que effectivement, le gouvernement français, en allant vers une législation, ne va pas tenir compte de ce que le Bénin soit prêt ou pas. L'un ne dépend pas de l'autre. C'est le Bénin qui a à mettre les bouchées doubles pour que, tel que c'est convenu entre les deux pays, que l'infrastructure soit prête pour accueillir ces objets-là. Donc c'est en toute responsabilité d'ailleurs, c'est en toute responsabilité que je pense que ce type de décision n'est pas disons, pris à la volée, qu'il n'y a pas de grandes inquiétudes. Il n'y a pas de grandes inquiétudes à avoir sur ce sujet. Bon, le coup de gueule de Mme Zissou,
bon, ce n'est qu'un coup de gueule. Donc on verra bien. Mais je pense qu'on peut faire confiance au gouvernement parce que c'est un projet quand même qui tient à cœur au chef de l'État où le pays, sur notre budget national, on a quand même décaissé beaucoup d'argent pour que ce soit fait dans les normes et qu'on ne retombe pas dans les travers. C'est pas là le problème. C'est pas là le problème. Je reconnais que le gouvernement de mon pays y a mis les moyens. Oui. Pourquoi a-t-on autorisé à nouveau des expositions? Moi, je veux comprendre. C'est ça que je veux comprendre parce que c'est ça. Je pense que c'est... D'abord l'exposition qui est l'exposition dont on parle, ce n'est rien plus d'autre qu'une semaine béninoise. Ce n'est pas une exposition, c'est une semaine béninoise de promotion de ses œuvres. C'est une exposition focalisée encore sur le Bénin que le Quai Branly organise. Donc c'est toujours dans la promotion. Mieux, il faut préciser que en fait, ces œuvres, c'est reconnu, c'est la propriété du Bénin. Et ces œuvres reviendront au... Pas encore. Oui. Il faut signer l'acte de propriété. Oui, non, il y a un calendrier qui est clairement établi et donc les œuvres viendront. Vous savez qu'il faut donner toute la solennité justement au départ de ces œuvres-là. Moi, je suis tout à fait heureux que, pour nos œuvres qui vont revenir bientôt, que la France se décide encore une dernière fois de faire visiter un peu ça. Non, moi ça me fait plaisir. Je ne pense pas que ce soit une décision unilatérale. Non, ça c'est sûr que c'est concerté. Parce que comme vous le disiez, c'est clairement dit que le ministère ici prête. Et donc c'est dit que c'est une concertation qui a eu lieu. Si ici ne sont pas encore suffisamment prêts, qu'on peut bénéficier encore de 1 ou 2 mois avant que ces œuvres n'arrivent et que de l'autre côté, ça fasse encore œuvre utile, que d'autres acteurs aille visiter pour une dernière fois encore ces œuvres-là là-bas en attendant de venir les revoir. Au Bénin, il n'y a pas justement matière à polémique. Et oui, moi je le dis, il n'y a pas. Et rassurons-nous, ces œuvres reviendront. C'est quand même intéressant que Moïse Alphonse s'émeut. Non, c'est pas que. Vous savez, et moi je me méfie parfois de cette aide. Parce qu'on s'était entendu. Vous méfiez du blanc? Oui. Mais oui. Je me méfie du blanc. Oui, parce que, vous savez, c'était un protocole établi avec un calendrier bien défini. Moi, je dis, j'attends la version officielle de mon gouvernement pour me dire, c'est que les locaux qui sont apprêtés pour recevoir ces œuvres-là ne sont pas encore totalement prêts, que quand même le gouvernement sorte ou bien le gouvernement ponde un communiqué pour nous rassurer. Parce que écoutez, le coup de gueule, c'est pas pour rien. Tout le monde sait que cette dame-là, en matière de trucs-là, elle s'est investie. Elle est dans son marigot. Oui, elle est dans son marigot et puis elle ne comprend pas. Donc, moi, je veux qu'on lui explique pourquoi c'est comme ça. Elle ne comprend pas simplement parce qu'on arrive pratiquement aux échéances et les œuvres doivent rester encore quelques mois. Elle est dans son marigot, il y a d'autres spécialistes béninois aussi. La seule différence, c'est qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'elle. Il faut être honnête et clair. C'est pas que voilà, elle est tombée du ciel. Donc vous êtes d'accord que ça reste là-bas? Non, c'est pas ce que veut dire. C'est que ce n'est pas parce que Madame Sissou, par ailleurs, qui fait un gros travail en termes de promotion de l'art béninois, c'est pas parce qu'elle fait un coup de gueule que là tout le monde doit s'émouvoir. Il y a d'autres spécialistes aussi de la question qui sont aussi. Mais c'est malheureusement combien de spécialistes de béninois moi j'ai vu parler de cette affaire-là. Tout le monde n'a pas la même audience. Mais je dis une chose. L'essentiel pour moi, c'est que à date échue, que le protocole de session soit signé. Oui, l'autre inquiétude c'est une certitude qui dit pas son nom. Les gens doutent de la qualité de ces œuvres. Est-ce que j'ai pas besoin de dupliquer. Oui, est-ce que ce sont nos œuvres, les œuvres qu'on doit... Les originaux, est-ce que ce sont les originaux? Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il n'y aura pas... Les gens ne prennent pas le temps de dupliquer, de falsifier, etc. En fait, c'est une question que beaucoup se posent. En attendant, je vais vous laisser parler. Non, moi, je ne voudrais pas, spéculer. Je pense qu'il faut éviter de spéculer. C'est vrai que nous pouvons nourrir légitimement des doutes, mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y a pas lieu de spéculer. Je pense que au-delà de tout ça, c'est une question qui revient aux spécialistes de l'art. Vous et moi, on ne peut pas savoir ce qui est le vrai du faux, la duplication de l'original. Donc, je pense que je fais une fois encore confiance au gouvernement qu'il saura s'entourer des meilleurs spécialistes qu'il faut, pas forcément, pas rien que ceux du Bénin, pour véritablement attester
d'accord, de l'originalité de ces œuvres-là. De toute façon, c'est l'autre élément qui rassure un peu. Parlant de la loi tout à l'heure, il y a même au niveau européen des dispositions aujourd'hui qui contraignent, qui restreignent ou bien même des mesures coercitives par rapport au trafic des œuvres d'art. Vous ne pouvez plus aller vendre n'importe quelle œuvre d'art quelque part maintenant sans qu'on ne s'assure de son origine et tout ça là. Donc, pour moi, c'est quelque peu. Les gens ont commencé par, s'affranchir de cette ancienne posture de, bon, apprivoiser tous les biens parce que ça continue de nous offrir une certaine visibilité. Les Africains sont obligés de venir vers nous avant de voir ce qui leur appartient. Je pense qu'ils sont en train de se départager. Comme j'ai entendu, un spécialiste de l'art français qui disait que, bon, c'est toujours bien d'aller visiter les choses là où elles ont été faites. Il y a plus d'originalité à aller voir quelque chose dans son, dans son contexte que de le voir dans un musée. Donc, tout ça là contribuera, je l'espère bien, que ce qui viendra, d'accord, jusqu'à preuve de contraire, ce seront véritablement les 26 œuvres du roi Béhanzin, d'accord, et qui nous reviendra. Victor Bokor, oui. Non, sur la question, moi, oui. je n'ai aucun doute. Franchement, je n'ai aucun doute qu'au XXIe siècle, qu'on décide encore de berner le Bénin sur ce qui devait revenir au pays et donc faire des falsifications. Non, moi, je ne veux pas partager cette assertion-là. Nous avons des spécialistes ici et je sais que si on en arrive à la restitution, c'est parce que les uns et les autres ont convenu, ont plus ou moins certifié de la qualité de ce qui revient. Là-dessus, il ne faudrait pas craindre. Le Bénin a la matière, a la possibilité de voir si ce qui vient est véritablement bon. Oui, la question qui se pose n'est pas celle de la qualité, mais de l'authenticité de ces œuvres-là. Et je pense fondamentalement que le milieu de l'art est aussi exigeant que tous les autres milieux. C'est un milieu à grands capitaux, ainsi de suite. C'est un milieu qui est très sensible à cette histoire d'authenticité. Donc je pense que le musée du Quai Branly ne va pas s'amuser. Parce que pour les exposer des faux, des originaux, dans ça, le monde de l'art est assez exigeant sur le marché européen en tout cas. Maintenant, et je pense que l'État prend cette disposition pour former ceux qui peuvent déceler s'il y a dans tous ceux qui travaillent dans un milieu, dans ce circuit, il y a les conservateurs, les différents types de spécialistes. Et soyons tranquilles. À Abomey, on saura vous dire si tel recadre est authentique ou pas. Ça là, c'est factuel. Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des fils et filles d'Abomey qui continuent de travailler sur ces sujets, de faire des reproductions en temps et en heure, qui nourrissent même des musées, de certains musées en Europe. Donc pour l'authenticité de ces œuvres d'art, je pense qu'on a toutes les capacités, même si certains n'ont pas fait de grandes écoles, on a toutes les capacités pour détecter, en tout cas pour tout ce qui est recadre, en tout cas tout ce qui appartient au patrimoine des grands rois de notre pays, on peut quand même arriver à le faire. Ce que je voulais ajouter, c'est que cette séquence que le Bénin, le Sénégal et tout ça a introduit fait comme boule de neige. L'Allemagne est en train de restituer des musées de bronze du royaume du Bénin. Il y a quelques temps en Namibie, au Botswana. Il y a, en tout cas, c'est une vague. Mais le plus gros problème, c'est d'obliger les collectionneurs privés qui ont beaucoup. Parce qu'au-delà des musées dont on parle, il y a de grands collectionneurs privés qui caporalisent énormément d'objets d'art africains et dont on a du mal à les forcer à s'en départir. Voilà. Très bien. Merci à vous. Nous allons mettre un thème à cette discussion de ce jour. Julio Tometi, merci d'être venu. Merci. Des mots pour clôturer. Je toujours parlant de culture et autres, nous avons eu vent de ce que le CPA sera bientôt rasé. Et là, j'ai une pensée pour le gouvernement, en fait. Vous savez, ce pays-là, nous avons tellement manqué. Je considère qu'en fait, les victimes beaucoup plus aujourd'hui, c'est le gouvernement. Parce que c'est comme si tout est à refaire. Lorsque vous voulez toucher quelque chose, lorsque vous voulez faire quelque chose, vous êtes obligé de casser, de détruire. Et on voit que c'est vous qui cassez. En fait, c'est le gouvernement qui est beaucoup plus victime que les concernés. Et c'est dans l'ordre normal des choses. Ça soit refait. Notre pays, en cette matière de culture,
reprendra quelque peu ses notes de noblesse et c'est à l'avantage de la rupture et de tout ce qu'elle fait. Très bien. Oui, Victor Bro. Non, il parlait du CPA. Écoutez, le développement impose qu'à un moment donné, qu'on puisse raser ce qui existe pour aller vers autre chose. Quand vous voyez l'état actuel des bâtiments, c'est un peu vieillissant. Il y a lieu de donner un coup de neuf. Il me plaît de terminer, de revenir un peu sur cette situation à Bomey-Calavi. Nous allons inviter les différentes autorités, surtout le préfet, à nous aider à avoir une clarification de la situation. Merci. Moïse Alphonse. Moi, je voudrais vous informer que quand vous cherchez la tricherie, la falsification, c'est dans le domaine de laquelle la tricherie, la falsification. Donc, nous ne sommes sûrs de rien tant que nous n'avons pas reçu ce qui nous appartient et qu'on est authentifié. Je sais de quoi je parle. Vous savez, merci à vous. Des copies parfaites. Merci beaucoup, François-Xavier Noumon. Merci à vous tous ce soir. Merci de nous avoir suivis. Nous allons donc vous quitter. Merci pour votre attention.